En une seule nuit, le Burkina Faso a changé de rythme. Comptes gelés, biens scellés, autorisation de voyage suspendue, 113 non familiers ont vu leur pouvoir financier s'éteindre sans préavis, comme si un interrupteur avait été coupé. Mais si tout cela relève de la sécurité nationale, qu'est-ce qui a convaincu l'État que la menace la plus grave ne venait pas des frontières, mais de l'intérieur? Et pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi d'agir au grand jour? Parce qu'à partir de ce moment, la peur a changé de camp et le pays est entré dans une phase irréversible. Cette histoire ne se résume pas à une liste de noms, ni à une opération administrative. Elle montre comment un pays tente de reprendre le contrôle quand l'argent, les médias et les réseaux deviennent des organes des armes. Pour le public, l'enjeu est simple: comprendre ce qui change vraiment quand l'impunité cesse. Ce que révèle l'affaire des 113, c'est un basculement psychologique. Pendant des années, certains étaient perçus comme intouchables, riches, connectés, protégés par des relais extérieurs. En les frappant d'un seul geste, l'État a envoyé un message dur. Le statut ne garantit plus la sécurité, mais ce choix ouvre aussi un risque majeur. Toucher aux élites, c'est provoquer une tempête. Et quand la tempête commence, elle ne reste jamais seulement politique. Elle se propage dans les institutions, dans la confiance collective et jusque dans la rue. Plus de 28 millions de dollars auraient été mobilisés selon l'unité de renseignement financier. Et ce chiffre ne raconte pas seulement une affaire d'argent, il décrit une mécanique de renversement pensée comme une entreprise. Au départ, l'État n'a pas parlé de vengeance, il a parlé de sécurité. Les autorités affirment que ces élites n'étaient pas seulement opposées au régime, mais accusées de préparer l'assassinat du président et le renversement de l'État. Ce qui frappe, c'est la vitesse. Banque obéissant immédiatement, sans délai judiciaire, sans négociation discrète. Tout s'est fait à visage découvert. C'est là que le récit se retourne. La menace n'est plus un ennemi visible, ni un char franchissant une frontière. Elle serait née dans des bureaux climatisés, dans des comptes bancaires, dans des institutions censées protéger le pays. Selon les services de renseignement, le complot n'aurait pas été improvisé. Flux financiers transnationaux, sociétés écrans, comptes dissimulés, communications chiffrées, réunions tenues hors du pays. Cette lecture explique un autre point clé. Les attaques terroristes n'auraient pas été une fin, mais un outil. Une distraction destinée à saturer les forces de sécurité pendant que d'autres leviers agissaient dans l'ombre. En parallèle, des campagnes médiatiques auraient été prévues pour semer le doute, présenter le pouvoir comme instable et préparer psychologiquement l'opinion à un changement imposé. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole isolé que comme le centre d'un rapport de force. Pour ses partisans, la décision signifie que l'État est prêt à se défendre. Pour ses critiques, elle annonce un précédent dangereux. Mais pour la population, le choc le plus profond est ailleurs. Si l'argent peut contester le pouvoir, alors la souveraineté se joue aussi dans la capacité collective à reconnaître les manipulations. Dans les quartiers, la nouvelle n'a pas circulé comme une rumeur, mais comme une secousse. Les discussions ont commencé tôt, parfois sans slogan, parfois avec une inquiétude froide. Si des figures respectées peuvent être accusées de trahison, alors personne ne sait vraiment où commence l'ennemi. Côté militaire, le signal est tout aussi brutal. Les autorités décrivent une menace plus dangereuse que les attaques visibles parce qu'elle porte un masque. Dans ce contexte, la vigilance ne se limite plus aux routes et aux postes avancés. Elle s'étend aux mécanismes internes: influence, corruption, récits médiatiques, loyauté silencieuse. Les soldats, dit le récit, ne défendent plus seulement un pouvoir, mais une survie collective. Pour les civils, l'effet immédiat n'est pas uniquement politique, il est intime. Un enseignant entend 113 noms et pense à la justice. Un agriculteur voit des comptes gelés
et pense à la faim qui rôde quand l'insécurité s'installe. Un commerçant entend parler de médias manipulés et comprend que la peur peut être fabriquée puis vendue. Ce moment produit un déplacement. L'idée d'une élite intouchable se fissure, et avec elle une habitude ancienne. Croire que les décisions réelles se prennent ailleurs, loin des citoyens. Ibrahim Traoré, au centre du récit, est alors perçu de deux manières opposées, comme celui qui coupe l'oxygène d'un système ou comme celui qui ouvre une confrontation plus vaste. Mais la question qui reste, simple et tranchante, est celle-ci. Quand la peur change de camp, qui garde la tête froide? Tout commence par un geste administratif, mais l'effet ressemble à un choc politique. Tout commence ainsi. Gel des comptes, scellés sur les biens, suspension des autorisations de voyage. Le pays se réveille et comprend qu'un seuil vient d'être franchi. 113 noms apparaissent comme un inventaire de puissance. Anciens présidents, généraux, magnates des affaires, patrons de médias, figures politiques qui avaient façonné le pays pendant des décennies. En une nuit, leur levier financier s'effondre. Très vite, la justification officielle s'impose. Sécurité nationale. Selon les services de renseignement, ces élites ne seraient ni pas de simples opposants. Elles seraient accusées de préparer l'assassinat du président et le renversement de l'État. L'État insiste sur un détail. Ce n'est pas une crise improvisée, mais une opération. Et pour la première fois depuis longtemps, l'argent n'est plus traité comme une preuve de respectabilité. Il est présenté comme une arme. C'est là que la dynamique psychologique se retourne. Pendant des années, une partie de la population croyait certaines personnes intouchables, riches, connectées, protégées, parfois appuyées de l'extérieur. Cette croyance s'écroule en une décision visible. Les partisans d'Ibrahim Traoré y lisent un signal net. L'État est prêt à se défendre. Les critiques y voient une prise de risque. Toucher aux élites, c'est provoquer une tempête. Mais le vrai choc, dit le récit, n'est pas seulement politique, il est existentiel. Une ligne invisible a été franchie, puis vient le basculement. La menace n'est plus décrite comme extérieure. Pas d'ennemi visible, pas de frontières franchies. Elle viendrait des bureaux climatisés, des comptes bancaires, des institutions censées protéger le pays. Les autorités parlent de trahison organisée, richesse et influence, utilisées pour affaiblir l'État de l'intérieur, financer la désinformation, manipuler certains médias, semer le doute dans les rangs militaires. Puis vient le moment de bascule. L'enquête avance et la crise change de nature. Ce qui semblait interne se révèle, selon les autorités, structuré et soutenu au-delà des frontières. Les autorités évoquent un réseau, flux financiers transnationaux, sociétés écrans, comptes dissimulés, communications chiffrées, réunions discrètes hors du pays. L'objectif serait simple: créer la peur, épuiser l'État, puis frapper. Les attaques terroristes ne seraient pas une fin, mais un outil, une distraction pour saturer les forces de sécurité pendant que d'autres leviers agissent dans l'ombre. Et la réponse est immédiate. En gelant les avoirs, l'État coupe l'oxygène du complot. Les paiements s'arrêtent, la coordination se fissure, la machine cale avant l'exécution. Et une leçon s'impose. Quand le financement s'effondre, même les plans les plus sophistiqués s'écroulent. Le récit bascule vraiment quand l'enquête financière entre en scène, parce qu'ici, l'argent n'est pas un décor. Il devient la colonne vertébrale de l'opération. Au départ, un pays déjà sous pression, frappé par l'insécurité, la pauvreté et l'inflation. Puis l'idée qu'une partie de cette pression aurait été entretenue, alimentée, structurée par des flux clandestins. Un premier repère chiffré apparaît. Plus de 28 millions de dollars auraient été mobilisés pour financer l'opération globale, selon l'unité de renseignement financier. Ce montant ne dit pas seulement beaucoup, il suggère une logistique: payer, déplacer, acheter, maintenir. Il transforme un soupçon en architecture. Un deuxième repère s'impose, le nombre de personnes visées dès le départ, 113 noms, présentés comme une cartographie du pouvoir intérieur.
Ce chiffre n'est pas neutre. Il renvoie à un système où la richesse, les réseaux et l'influence peuvent se coordonner sans apparaître au grand jour. Et c'est précisément ce que l'État affirme avoir voulu briser, la capacité de financer une bascule politique tout en gardant une façade respectable. Un troisième repère vient renforcer l'ensemble. La réponse judiciaire, décrite comme rapide et visible. Le récit évoque plus de 60 suspects arrêtés dans une première phase, d'autres placés sous enquête. Là encore, le chiffre sert un effet. Montrer que le statut ne protège plus, que les uniformes ne suffisent plus, que les réseaux ne garantissent plus l'impunité. Mais les nombres n'ont de sens que reliés à la stratégie. Selon les autorités, l'argent n'aurait pas servi uniquement à la propagande ou aux manœuvres politiques. Il aurait aussi alimenté l'insécurité, mercenaires, armes, corruption d'officiers, achat de silence médiatique, diffusion de récits anxiogènes. L'objectif ne serait pas de gagner du terrain, mais de saturer, fatiguer, désorienter. Une guerre pour briser les nerfs, pas pour conquérir des cartes. C'est ici que la décision de geler les avoirs prend une autre dimension. Couper le financement, c'est couper la coordination. Et quand la coordination se brise, la peur perd son carburant. Ibrahim Traoré, au centre de cette séquence, apparaît alors comme celui qui mise sur un principe simple. Si l'ombre vit de ressources, alors priver l'ombre d'argent revient à l'exposer. L'argument des critiques est puissant et il mérite d'être pris au sérieux. Toucher aux élites, c'est toucher à des réseaux qui ne disparaissent pas quand on gèle un compte. Ils peuvent se déplacer, se recomposer, se durcir. Une opération menée au grand jour peut aussi créer des ennemis durables, exposer le pays à des représailles et pousser certains acteurs à jouer plus sale, plus vite, plus loin. Dans cette lecture, le risque n'est pas seulement juridique, il est institutionnel. Quand la justice devient un spectacle, disent-ils, elle peut aussi devenir une arme politique. Mais le récit officiel répond sur un autre terrain, celui de la défense nationale. Selon les autorités, la menace n'était pas un désaccord politique classique. Elle était décrite comme une trahison organisée, structurée, financée, planifiée au-delà des frontières. Et surtout, elle utilisait une stratégie moderne. Pas besoin de tanks à la télévision, seulement des récits, des transferts bancaires et de la manipulation. Dans ce cadre, la logique du gel des avoirs devient une contre-mesure. Si l'argent est l'oxygène du complot, alors couper l'argent revient à casser la chaîne. Le texte insiste. Paiements arrêtés, coordination fissurée, machine calée avant l'exécution. Ce n'est pas présenté comme une victoire morale, mais comme un frein opérationnel. Le second point de la réponse officielle concerne l'insécurité elle-même. Les autorités affirment que les attaques terroristes n'étaient pas une fin, mais un outil destiné à saturer les forces de sécurité pendant que d'autres leviers agissaient dans l'ombre. Autrement dit, la violence visible servait de couverture à une manœuvre politique invisible. Et si cette hypothèse est vraie, alors l'inaction devient le danger principal. C'est là que le débat se resserre. Les critiques redoutent l'escalade. Les partisans redoutent la paralysie. Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'un choix brutal. Accepter le risque d'une tempête ou accepter le risque d'un effondrement silencieux. Et ce basculement ne vient pas d'un discours, mais d'une décision. Exposer le mécanisme au lieu de l'enterrer. Après l'échec du complot, le pouvoir aurait pu choisir le silence, des arrestations discrètes, des dossiers enterrés, des accords jamais révélés. Le récit affirme l'inverse. Le Burkina Faso a opté pour la lumière. Un processus judiciaire inédit est lancé au nom de la sécurité nationale. Militaires, responsables politiques, hommes d'affaires, figures médiatiques, tous convoqués dans le même espace judiciaire.
Les audiences sont décrites comme rapides mais publiques, fermes mais visibles. Les preuves seraient exposées, les mécanismes expliqués. Et ce choix brise un réflexe ancien, associer justice et opacité. C'est ici qu'apparaît la formule qui marque la séquence. Il n'y aura pas de vache sacrée. En la prononçant, Ibrahim Traoré ne promet pas seulement une sanction. Il annonce une règle nouvelle, les titres ne protègent plus, les uniformes ne tuent plus, les réseaux ne garantissent plus l'impunité. Le vrai dévoilement, au fond, n'est pas un détail judiciaire, c'est un changement de doctrine. Quand l'État juge ses propres élites au grand jour, il ne corrige pas seulement des individus, il remet en cause un modèle. Pour l'État, la première conséquence est une réorganisation du réflexe de sécurité. Le récit insiste. La souveraineté ne se défend pas seulement aux frontières, mais dans les ministères, les banques, les médias. Cela signifie que la menace n'est plus évaluée uniquement par les attaques visibles, mais aussi par les flux d'argent, les loyautés internes, les récits qui circulent. En choisissant une réponse publique, l'État prend un risque, mais il gagne aussi un levier. Montrer qu'il peut neutraliser un réseau sans attendre l'explosion. Ibrahim Traoré, dans cette logique, cherche à transformer la peur en discipline collective. Pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact est double. D'un côté, le gel des avoirs envoie un signal de rupture. Certains patrimoines ne sont plus hors champ. Cela peut rassurer une partie du public qui voit la fin d'une impunité. Mais cela peut aussi inquiéter. Si le pouvoir financier peut s'éteindre du jour au lendemain, alors la stabilité juridique devient une question centrale. Le récit ne parle pas de marché, mais il décrit un environnement où l'argent est désormais traité comme un outil de guerre, et dans un tel climat, chaque investissement devient plus prudent, chaque alliance plus silencieuse. Pour les citoyens, la conséquence la plus immédiate est psychologique. Le texte évoque une colère populaire. Pendant que la population lutte contre l'inflation, l'insécurité et la pauvreté, des millions seraient accusés d'avoir servi à détruire le pays de l'intérieur. Le chiffre de plus de 28 millions de dollars agit ici comme une provocation morale. Il transforme un soupçon en trahison vécue. Et c'est à ce moment que la société, selon le récit, se rapproche au lieu de se fragmenter. Patrouilles locales renforcées, civils protégeant des infrastructures, rues remplies non de panique mais de voix. Pour la région, enfin, l'affaire dépasse le Burkina Faso. Le texte parle d'ombres étrangères, d'intérêts opérant par influence et financement. Il suggère un modèle de confrontation moderne, pas d'invasion, mais une pression silencieuse. Dans cette lecture, le Burkina Faso devient un précédent. Si un État peut frapper ses propres élites publiquement, alors il menace un système plus large fondé sur l'impunité. Ibrahim Traoré apparaît donc comme un acteur local, mais observé au-delà des frontières. Et c'est peut-être là le vrai aboutissement. Quand un peuple devient bruyant, un complot perd son terrain naturel, qui est le silence. Le scénario le plus probable est le suivant. La phase de confrontation se prolonge, mais l'État tient la ligne. Dans ce scénario de base, la stratégie reste la même. Couper les flux, exposer les mécanismes, maintenir une justice visible. Les réseaux accusés ne disparaissent pas totalement, mais ils perdent leur confort. La société reste sous tension. Pourtant, la cohésion tient parce que le récit collectif a changé. La menace est identifiée comme interne autant qu'externe. Ibrahim Traoré, ici, mise sur l'endurance. Un scénario plus optimiste serait le suivant. La rupture devient une consolidation. Les procédures judiciaires produisent un effet dissuasif, les circuits financiers se referment et la population transforme la vigilance en protection durable. Dans cette version, l'État parvient à réduire l'usage de la peur comme carburant politique. La justice publique ne sert pas seulement à punir, mais à expliquer.
Et quand les mécanismes sont compris, ils sont plus difficiles à répéter. L'optimisme n'est pas une victoire totale, mais une stabilisation. Moins de chaos, moins de manipulation, plus de clarté. Et le scénario le plus sombre ressemblerait à ceci. Les adversaires s'adaptent et déplacent le terrain. Si les comptes sont gelés, d'autres canaux apparaissent. Si les réseaux sont exposés, ils se fragmentent. Et si la justice devient un symbole, elle peut déclencher une logique de représailles. Dans ce cas, l'insécurité redevient une couverture, la saturation revient et la société s'épuise. Le danger n'est pas seulement la violence, mais la fatigue mentale. Quand les gens cherchent n'importe quelle issue, ils acceptent plus facilement l'inacceptable. Dans ces trois scénarios, un point reste constant. La bataille n'est pas uniquement militaire. Elle est narrative, financière, psychologique. C'est une guerre de seuil. Ce qu'un peuple tolère, ce qu'il refuse, ce qu'il surveille. La recommandation de fond n'est donc pas de choisir un camp aveuglément, mais de garder une question active. Quelles preuves sont exposées? Quelles règles sont appliquées? Et qui contrôle les leviers invisibles? Parce qu'un État peut frapper fort, mais seule une société attentive peut empêcher le retour du même scénario. Pour beaucoup de gens, cette histoire paraît lointaine, presque géopolitique. Pourtant, elle touche des réalités simples, le prix du pain, la peur sur la route, l'incertitude du lendemain. Quand le texte parle d'inflation, de pauvreté et d'insécurité, il ne décrit pas seulement un décor, il décrit une fatigue quotidienne. Et cette fatigue est précisément ce que les stratégies du chaos cherchent à exploiter. Il y a un premier impact direct quand l'insécurité augmente, la vie se rétrécit. On évite certains trajets, on réduit les activités, on renonce à des projets. Les décisions deviennent courtes, défensives, c'est ce que le récit souligne. Quand les gens ont peur, qu'ils cessent de réfléchir à long terme. Il y a un second impact plus discret. La confiance se fragilise. Si des figures publiques peuvent être accusées de trahison, alors les repères deviennent instables. On ne sait plus qui croire. Et quand la confusion s'installe, les récits fabriqués circulent plus vite que les faits. Mais le texte propose aussi une réponse humaine, la vigilance collective. Des communautés renforçant des patrouilles locales, des civils protégeant des infrastructures, des rues remplies non de panique mais de voix. Cela ne résout pas tout, mais cela montre une chose, la société peut refuser le silence. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un héros individuel que comme le point de tension d'un choix collectif. Se retirer dans la peur ou rester présent. Deux gestes modestes émergent de cette logique. D'abord, ralentir avant de relayer un récit, vérifier, comparer, attendre. Ensuite, parler autour de soi de ce qui est du manipulable. L'argent, la peur, l'image. Parce que reconnaître une manipulation, c'est déjà la priver d'une partie de son pouvoir. Si le récit décrit une menace moderne, alors la réponse doit être moderne aussi. Pas seulement des arrestations, mais une méthode. Et c'est là que la séquence judiciaire devient centrale. Elle sert de signal, mais elle doit aussi devenir un système. D'abord, cartographier les leviers invisibles. Identifier les flux financiers, les sociétés écrans, les relais médiatiques, les zones d'influence. Le texte insiste sur une chose, l'argent circulait en fragments sans trace visible. Donc la première mesure, c'est de rendre visible ce qui se cache. Ensuite, couper l'oxygène, geler les avoirs, bloquer les paiements, empêcher la coordination. Ce n'est pas présenté comme une punition morale, mais comme une rupture opérationnelle. Quand les paiements cessent, la machine cale. Puis expliquer publiquement les mécanismes. Le choix du procès visible n'est pas seulement symbolique, il transforme la population en témoin, donc en acteur. Quand les preuves sont exposées, les récits fabriqués perdent une partie de leur terrain. Après cela, protéger les institutions sensibles. Banques, médias, chaînes de commandement.
Tout ce qui peut être infiltré doit être surveillé, non pas par paranoïa, mais parce que le texte décrit une guerre de loyauté et de perception. Enfin, mesurer et corriger. Pas avec des promesses vagues, mais avec des critères simples. Combien de circuits financiers fermés, combien de dossiers instruits, combien de tentatives neutralisées. Ibrahim Traoré, dans cette logique, ne peut pas seulement frapper, il doit stabiliser, sinon la rupture devient un cycle. Ce plan n'offre pas une garantie, il offre une discipline. Et dans une confrontation où la peur cherche à revenir, la discipline est parfois la seule forme de protection durable. Il y a un nom qui revient comme une mémoire collective, Thomas Sankara. Jeune, intransigeant, incorruptible, trahi et assassiné en 1987 par des forces venues de l'intérieur. Ce souvenir n'a jamais disparu. Il attendait. Aujourd'hui, beaucoup voient des échos entre Sankara et Ibrahim Traoré. La jeunesse, le refus de se soumettre, la volonté de redresser la nation sans permission extérieure. Mais cette comparaison porte une peur silencieuse. Tout le monde se souvient de la fin de Sankara et cette mémoire agit comme un avertissement. Pourtant, le texte insiste sur une différence décisive. Sankara avançait presque seul. Ibrahim Traoré avance avec un peuple éveillé. Les jeunes sont mobilisés. Les récits alternatifs circulent. Le silence n'est plus la norme. Et quand le silence recule, la manipulation perd sa couverture naturelle. Le pays n'est pas sorti du danger. Les menaces existent toujours. Les réseaux ne sont pas tous démantelés. Mais quelque chose a été brisé. Le réflexe de soumission, l'idée que le pouvoir réel se décide ailleurs, la croyance que l'élite est intouchable. Une nation éveillée ne s'assassine pas. Ce que cette histoire met en jeu dépasse une opération, un procès ou même un président. Elle pose une question plus large. Qu'est-ce qu'un peuple accepte encore après avoir vu que l'argent peut fabriquer la peur et que la peur peut préparer un basculement? Le texte le dit clairement. La bataille ne se joue pas seulement dans les casernes ou les sommets diplomatiques. Elle se joue dans la capacité collective à rester réveillée, à reconnaître les récits fabriqués, à comprendre que l'impunité n'est pas une tradition naturelle, mais une habitude qu'on tolère puis qu'on subit. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un nom au centre de l'attention. Il devient un test, celui de la cohérence entre la promesse de souveraineté et la manière de la défendre sans perdre la justice, sans perdre la société, sans perdre la vérité. Si vous deviez retenir une seule idée, ce serait celle-ci. Quand la peur change de camp, elle ne revient jamais sans résistance. Alors, à votre avis, quelle est la meilleure protection contre ce type de scénario? La force, la transparence ou la vigilance populaire?